Les prochaines minutes risquent de vous faire changer les orteils de pied. Parce que non, c'est possible ça. D'ailleurs, notre ami Frédéric Bérard, qui est docteur en droit et également passionné de toutes les affaires publiques, va nous aider à commenter ça. Salut Frédéric. Encore perdu sur le dernier bout. Je suis passionné de quoi? T'es passionné de sciences politiques et d'affaires publiques aussi, là. Oui, bon, parfait. Oui, non, c'est ça va. On est d'accord. Ah, c'est bon, OK. Il y a rien qui... Écoute, si jamais il y a quelque chose de frauduleux dans ma façon de te présenter, tu me le diras. Tu me connais. Parfait. Écoute, Jean, mais j'allais dire que, tu sais, justement, une des plus grosses fraudes fiscales dans toute l'histoire du Québec pourrait finir tout croche. Pourquoi? À cause de l'arrêt Jordan. Et ça, c'est la nouvelle qui paraissait ce matin sur le site de Radio-Canada. Et à la lire, je peux très bien comprendre. On parle d'une fraude fiscale qui totaliserait les amendes, en tout cas, qui totaliseraient 750 millions de dollars. Le Revenu Québec est là-dedans. On parle de 1920 chefs d'accusation, 26 co-accusés. Et tout ça pourrait finir tout croche. Pourquoi? À cause des délais. L'arrêt Jordan, tu t'es penché là-dessus. Là. Est-ce que c'est un cas patent? Est-ce que c'est une tactique de profiter d'un contexte à l'heure actuelle pour mettre fin à des accusations? Comment on doit le lire, là? Ben, c'est sûr. Écoute, Martin, si t'es avocat de la défense, là, c'est certain que tu vas essayer de plaider Jordan à première occasion utile. Hein. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Là, c'est ça ta job. Cela dit, il y a beaucoup de nuances à Jordan dont on parle assez peu. Premièrement, il y a eu quand même assez peu de cas où des accusés ont été libérés du fait de Jordan, quand on y pense. Il y en a qui se sont essayés. Le maire Vaillancourt à Laval, il a tout fait pour le plaider, Jordan, puis ça n'a pas marché. Le Faubourg Contrecœur à Montréal, tu te rappelles, la fraude de Pinot et compagnie, ils ont essayé, là aussi, ils ont fait patate. Les co-accusés de Vaillancourt, même chose. Donc, c'est vraiment pas si simple que ça. Évidemment, si le plaide, ça va de soi, là, mais entre le plaider puis l'avoir, c'est deux choses. Pourquoi je dis ça? C'est que quand tu lis Jordan dans le détail, la Cour suprême, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit, a prévu en fait ce qu'on appelle une période de transition. Parce que elle est pas stupide, là, elle savait très bien là, qu'il pouvait y avoir des cas où il pourrait y avoir des arrêts de procédure prononcés de manière trop simple. Donc, elle a prévu ces périodes-là, ce qui fait que les juges qui entendent les plaidoiries ou les requêtes, si tu veux, sur Jordan, ont une discrétion quand même assez intéressante pour refuser l'arrêt des procédures. Et dans le cas qui nous occupe, compte tenu de l'ampleur de la fraude, moi, je serais pas surpris là que les avocats de la défense ratent leur coup. Là. Pourquoi c'est si mal compris et surtout ça a si mauvaise réputation? Ben, écoute, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que le débat est parti tout croche avec cette affaire-là. Quand Jordan est débarqué, là, tu te rappelles, tout le monde est devenu un peu fou avec la disposition de dérogation. Là. Il y en a qui appellent ça la clause 900, c'est un anglicisme pour dire la disposition de dérogation. C'est quoi la disposition de dérogation? C'est un mécanisme prévu dans la Charte canadienne, mais aussi dans la Charte québécoise, où le Parlement peut suspendre l'effet d'une décision comme Jordan pour un certain temps. Et ça a été tout ça le débat. On disait pourquoi Québec n'utilise pas la disposition de dérogation, blablabla, blablabla. Bon, la première réponse à ça, c'est parce que Québec n'a pas la compétence pour adopter la disposition de dérogation. Ici, on parle de droit criminel. Droit criminel, c'est fédéral, ça, c'est la première chose. Puis l'autre affaire, c'est mon point, c'est qu'on en a tellement parlé de la disposition de dérogation qu'on parlait même plus de Jordan comme tel. Mais quand tu vas lire Jordan, il y en a une période de transition qui est prévue, c'est écrit noir sur blanc. L'autre problème, si je peux dire, c'est qu'on a fait dévier aussi le débat sur la disposition de dérogation, mais aussi sur autre chose, c'est-à-dire le manque de juges, le manque de ressources. Et là, dans ce cas-ci, moi, je regarde ça, là, la grande majorité des nominations qui ont été faites dans la magistrature par Stéphanie Vallée l'ont été pour des juges en matière civile. Je sais pas là en quoi ça peut être utile là, ça là, par rapport à l'arrêt Jordan, nommer des juges civilistes, là. Mais tu regardes le nombre de juges criminalistes qui ont été ajoutés depuis, il n'y en a pratiquement pas. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le système a toujours le même manque de ressources ou à peu près. Il y a un peu d'argent qui a été investi, mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux juges. Puis on attend aussi les nouveaux juges du fédéral. Fait que rendu là, je te dirais qu'on n'a pas réglé le problème, mais on a jasé bien fort d'une disposition qui s'applique pas, par exemple. Ouais, puis tu sais, sans vouloir étayer quoi que ce soit, là, tu sais, de ce temps-ci, je me retrouve devant la magistrature, là, je suis confronté au système. Je peux te dire que globalement, puis c'est pas parce que je suis accusé de quoi que ce soit, là, je défends une motion de ce temps-ci, là, mais
Je présente une motion, en fait. Et je me rends compte de la lourdeur du système aussi. Ça, on en parle peu, mais dans tous les cas où on discute de délai, je peux très bien comprendre comment c'est difficile de faire avancer la justice. Là. D'ailleurs, en ce moment, en plein été, là, la justice fonctionne au ralenti. Il y a presque aucune décision qui se prend l'été. Ben oui, puis non, mais... Tu mets le doigt sur quelque chose d'important, Martin. C'est que le fond de Jordan, là, ben, tu mets le doigt dessus de manière un peu indirecte, mais le fond de Jordan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Jordan? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Cour suprême? La Cour suprême nous dit, hey, les délais sont trop longs. Ça n'a pas de bon sens d'attendre 6, 7, 8, 9, 10 ans entre l'accusation et le procès. C'est ridicule. Fait qu'elle dit à la couronne, faites vos devoirs comme du monde, préparez vos dossiers intelligemment, puis quand vous allez déposer vos accusations, au provincial, vous aurez 18 mois en temps normal, puis en cour supérieure, vous aurez à peu près 30 mois. C'est ça qu'elle a dit. Est-ce qu'on est contre ce principe-là, que ça aille plus vite? Non. Je vois pas comment, là. Puis tu vois, on a tourné Jordan d'abord. Puis moi, à mon avis, c'est une vertu de Jordan. Là, c'est sûr qu'il y a des cas comme celui dont tu me parles, là, où là, bon, ça fait grincer des dents pour le temps que ça va arriver, ça va se passer. Mais après coup, là, je veux dire, le message de la Cour suprême est très clair. Elle dit au gouvernement, là, vous allez vous embrayer, vous allez trouver des nouvelles ressources, notamment judiciaires, c'est-à-dire nommer des nouveaux juges. Puis si vous avez besoin de jouer avec les règles de procédure pour raccourcir des délais, ben vous allez le faire. Ben, je suis pas contre. Moi, je suis même plutôt court. Puis pas juste pour les gens qui sont accusés, parce que c'est un droit qui est prévu à la charte, mais aussi pour les victimes. Si toi, tu es une victime d'un acte criminel, tu le goût d'attendre 6, 7, 8, 9 ans avant que ton agresseur, par exemple, soit jugé. Non, il y a personne. Non. Peu importe. Ben, ça, c'est comme le système de la santé, ça. Il y a personne qui veut se faire dire ça va prendre 2 ans et demi avant de te faire remplacer un genou qui fait mal, là. Exactement. Fait que l'effet à moyen long terme de Jordan, ça va être quoi? Ça va être de forcer les gouvernements à, injecter des ressources adéquates, première des choses, et deuxièmement, et ça tu le disais très bien dans ton exemple, trouver des moyens de raccourcir les délais. Et ils l'ont fait, il y a un nouveau code, puis il y a toutes sortes de réformes à gauche, à droite. Je suis pas certain que ça soit suffisant, mais ce que je sais par contre, c'est que Jordan est un électrochoc. La Cour suprême surveille. Puis franchement, moi je pense que c'est le job d'une Cour suprême, justement, de s'assurer que les droits constitutionnels soient respectés. Puis c'est exactement ce qu'elle a fait. OK. Dans une autre histoire, là, avant de te laisser aller, écoute, j'ai cru comprendre que tu avais une histoire de... J'ai-tu entendu juge cocaïnomane? C'est ça que j'ai compris? Ben, en fait, c'est le juge Michel Giroir en Abitibi, qui est quand même un juge de la Cour supérieure. Et là, il s'en passe des belles, Martin. Le juge n'a jamais été accusé de rien. OK. Jamais. Mais là, il est nommé à magistrature. Et quelques temps plus tard, il y a quelqu'un, l'ami, l'ex d'un de ses ex-amis, si j'ai bien compris, qui dit le juge Giroir consommait de la cocaïne. Et là, on ouvre une enquête, puis on trouve le fait suivant, c'est que dans une espèce de club vidéo, là, le juge irait voir un équivalent ou un pusher, là, je sais pas trop. Le gars en question lui remet un post-it et ça, c'est filmé. Là, évidemment, ils disent, ben voyez, ça, c'est de la cocaïne que le juge Giroir s'est acheté. Mais là, le problème, c'est qu'ils font pas ça devant un tribunal formel, ils font ça devant une espèce de comité qui a été nommé par le Conseil de la magistrature. Fait que c'est pas des vrais juges, si tu veux, qui sont assis là. En fait, il y a 3 juges ou anciens juges, il y a 2 autres avocats. Les règles, c'est un peu à la va comme je te pousse. Donc, on est en train de faire le procès de ce gars-là, savoir s'il va être destitué ou non. Mais le problème, c'est que le gars n'a jamais été accusé de rien. Toute la preuve qu'ils ont, c'est une vidéo où ils se fait remettre un post-it. Tu sais, je veux dire, c'était peut-être de la cocaïne, mais ça n'en était peut-être pas non plus. Quand toi puis moi puis la boîte à bois, c'était devant un vrai tribunal. Si la seule preuve qu'ils ont, là, c'est un petit post-it, je pense pas que tu vas être condamné. Hein, attends un peu, là. Que ce soit... Attends un peu, là. Que ce soit un juge ou quiconque dans la société, mais spécialement un juge, je veux dire, tu peux pas être présumé coupable de quoi que ce soit tant que t'as pas eu un procès. Ben voilà. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un genre de conseil de discipline, à quelque part. Tu comprends? Versus, par exemple, un tribunal formel. Puis là, la preuve qu'il y a là, je te le dis, tout ce qu'ils ont, c'est un post-it, puis il y a Madame Chose qui dit, ouais, mais dans les années 90, Giroir prenait de la coke avec mon ex.
Je veux dire, c'est tout ce qu'ils ont, là. Puis Giroir, évidemment, nie ça, ses avocats aussi, ils disent qu'ils n'ont pas de preuves suffisantes et blablabla. Et devant un tribunal, c'est clair qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Et là, le problème, c'est que Giroir risque la destitution. Et puis moi, ce que j'amène comme idée, Martin, puis je te pose la question un peu en même temps, si vous voulez faire ça pour Giroir, OK, je comprends que prendre la cocaïne, c'est un geste illégal au Canada, ça marche. Mais voulez-vous le faire pour l'ensemble des juges aussi? Est-ce que tous les juges de la magistrature au Québec, fédéral et provincial, au moment où on se parle, sont blancs comme neige, sans mauvais jeu de mots, évidemment? Non, mais il est excellent pareil. Pardon? C'était excellent pareil. Même si c'était pas un jeu de mots, c'était excellent. Oui, OK, merci. De rien. OK, c'est gentil. Mais j'aime quand même mieux les dénoncer pour me faire accuser de faire des jokes. Non, je comprends très bien, mais c'est parce que, dans le fond, la question, puis peut-être tu m'arrêteras si je me trompe, mais tu sais, on aime ça, les affaires judiciaires, on en parle en masse, mais me semble qu'on prend des libertés très larges sur les affaires judiciaires, surtout qu'en ce moment, de ce que je comprends, la preuve réside dans pas grand-chose et du oui-dire. Puis du oui-dire, c'est condamné dans toutes les cours, puis que ça soit civil ou criminel, là. Mettons que t'es accusé, Martin, là, d'avoir acheté de la cocaïne. Si la seule preuve de la couronne, là, c'est Joe X qui te remet un post-it, tu vas être condamné ou tu vas être acquitté? Je pense que je vais être acquitté, moi. Puis juste pour venir là-dessus, pense-y, là, sur l'affaire la coke, à la limite, est-ce que tous les juges, au moment où on se parle, au Québec, ont jamais, par exemple, je sais pas moi, pris leur voiture en état d'ébriété, ont suivi à la lettre le ministère du Revenu, il y a ça quelques années, avait passé des dépenses qui avaient été considérées comme frauduleuses, ainsi de suite, puis là, est obligé de faire un règlement hors cours. Je veux dire, est-ce qu'on peut demander aux juges, avant d'être juge, d'être d'une moralité irréprochable? Bon, évidemment, on aimerait mieux que oui, là, mais est-ce que c'est ça la réalité? Je suis pas sûr. Puis l'autre affaire, vas-tu commencer à leur faire des procès un peu bidons une fois qu'ils sont assis sur le banc? Non, mais ça, ça me donne l'impression qu'on tente de déjudiciariser l'affaire. Et d'une part, écoute, je suis pas contre l'idée de déjudiciariser un processus, mais on peut pas prétendre que ça a le même poids qu'un procès en bonne et due forme, là. Non, puis on s'entend que ceux qui sont sur le comité, c'est 2 avocats respectés, c'est 3 juges que je connais pas, mais que j'imagine respectés aussi. Quand je disais bidon, c'est pas tant leur indépendance à eux, mais c'est plutôt le processus qui est beaucoup plus, de ce que je comprends, beaucoup plus souple, basé sur des trucs beaucoup plus légers en termes de preuves. Puis si tu ajoutes à ça aussi qu'il y en a déjà eu une enquête initialement, Martin, il y a ça un petit temps, et on a recommandé la destitution du juge Giroir. Le conseil de la magistrature a dit non, je le destituerai pas parce qu'il y en a juste 2 sur 3 qui le suggèrent. Le 3e était dissident. Et c'est les 2 ministres de la Justice au fédéral et à Québec qui ont demandé la création d'un nouveau comité pour faire une nouvelle enquête sur Giroir. Ça, là, ça s'appelle du politique qui commence à se mêler des affaires judiciaires parce que le conseil de la magistrature avait été clair dans sa décision de ne pas le destituer. Fait que là, tu sais, au Canada, là, au Québec, on a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Hein. Il y a une ligne qui est quand même importante entre le politique et le judiciaire. Tu veux que ce soit imperméable, tu veux que ce soit étanche. Là, c'est des ministres de la Justice qui disent hey, on n'est pas satisfait avec votre première décision, faites une deuxième enquête. Le message, là, si c'est pas trop sans dessin, est assez clair, là. C'est destituer Giroir. Si je comprends bien, si mettre de l'argent de l'épicerie, je le mettrais là-dessus, ils vont le destituer malgré que la preuve soit pourrie. Si je comprends bien, la conclusion à laquelle t'en arrives, c'est quelque chose comme, écoute, entre le judiciaire et le politique, surtout dans un cas d'un juge potentiellement cocaïnomane, il y a une ligne à tirer. OK, bye. Perds pas trop de temps à analyser ce que je viens de dire, là. Salut, bye. Non, mais j'ai les autres compris, les autres très drôles. C'est pas mal meilleur que la mienne, en fait. Non, mais en fait, pas tant que ça, finalement. Je passerai pas Non, on peut l'oublier. On peut la mettre en banque puis la rire tant par mois, mettons. Il y en a un qui me disait tout à l'heure que c'était de la poudre aux yeux, cette affaire-là. J'ai aussi à quelque fois, j'ai failli répliquer que c'était plutôt de la poudre au nez, mais là, j'ai arrêté. On est mieux d'arrêter parce qu'on va perdre la crédibilité aux oreilles des gens qui nous écoutent, là. Si c'est pas déjà fait. Ouais, ça se peut très bien. Salut, bye. Hey, salut, à bientôt. Salut, Frédéric Bérard. Croyez-le ou non, c'est un gars sérieux. C'est un docteur en droit, ce gars-là. Puis, c'est moi la mauvaise influence dans ce dossier-là, je vous le garantis. Écoute, Pierrick, tu me disais qu'il y a quelque chose d'importance qui vient d'apparaître dans l'actualité. Ouais, mais ça se passe en ville, non loin de l'hôtel de ville de Québec, de la ville de Québec. C'est l'équipe grimpe des pompiers qui ont été demandés pour une personne inconsciente au 2e étage de l'autobus touristique, le rouge, là, tu sais, 2 étages, un peu comme à Londres. Et ils ont eu recours à un panier et l'échelle pour le sortir. Le gros camion de pompiers, on a déployé la grosse échelle pour, avec un panier, aller chercher
chercher la personne qui est inconsciente pour la ramener au sol. Selon les informations qu'on a en ce moment, la victime a eu un malaise cardiovasculaire et au moins, tu sais, l'hôpital est pas loin. Elle a été transportée à l'hôpital, mais c'est ce qui se passe présentement en ville parce qu'il y a plusieurs curieux, évidemment, qui se regroupent autour des lieux. Mais quand même une scène inusitée de voir quand même sortir le gros camion, la grosse échelle avec le panier pour sortir la personne du deuxième étage de l'autobus. OK, c'est peut-être moi qui est innocent, mais il me semble que ça aurait été plus simple, surtout quand t'es à côté de l'Hôtel-Dieu, de conduire jusqu'à l'Hôtel-Dieu puis demander au personnel infirmier de sortir, je sais pas. Écoute, c'est une excellente question. Ça se fait-tu, ça? Ça se peut qu'il refuse, par exemple, parce qu'il est à l'extérieur de l'établissement. Surtout quand on parle d'un accident cardiovasculaire, ça, des fois, on préfère pas prendre de chance. Puis, écoute, je sais pas, je suis pas analyste encore des interventions d'urgence, là, mais c'est quand même inusité. Non, je comprends très bien. Présentement, pour ceux qui sont qui sont dans le secteur, là, c'est pour ça que la circulation peut en être affectée, n'est-ce pas? Très, très, très bien. Merci beaucoup. Plaisir. Écoute, juste pour vous rappeler dans un autre ordre d'idée, là, beaucoup plus festif et joyeux, je vous suggère de pas manquer la promotion. Écoute, on la qualifie d'incontournable et je tends à être d'accord, la grande tournée du Casino de Charlevoix. C'est pas compliqué pendant tout l'été. Si vous êtes à l'écoute du 102.1, on va vous faire connaître la destination de choix de l'équipe ou l'escouade du Casino et on vous dira où elle va s'arrêter. Et c'est le moment de vous dévoiler la prochaine sortie. Alors, ce sera demain, le 14 juillet, à la soirée Latino avec le Chico Band au Parc des Anglais à Donnacona dès 19h. Donc, si vous cherchez l'équipe ou l'escouade du Casino, elle sera là. Écoute, il y a de nombreux prix qui vont être distribués, des prix qui vont être une gracieuseté du Fairmount Manoir Richelieu, la cidrerie et Verger Penneau. Et l'île aux Coudres aussi, bien sûr, le Casino. Alors, tout le monde va être gagnant là-dedans. Alors, écoutez, c'est une belle grande tournée, celle du Casino de Charlevoix, une collaboration de Boulevard 102.1. Nous, on prend quelques moments pour s'arrêter et au retour, on vous dévoile l'ensemble de ce que vous avez à connaître pour être bien informé cet après-midi à Québec.